Alfred de Musset, concert de Mademoiselle Garcia. Je ne sais pourquoi l'apparition des morts est regardée en général comme une chose si horrible et si effrayante. Les esprits les plus fermes sont à cet égard aussi faibles que les enfants. Nous frémissons à l'idée de voir reparaître un seul moment les êtres que nous avons le plus aimés, ceux dont la mémoire nous est la plus chère. Et au lieu de cette belle coutume des anciens, se séparer par l'action d'un feu pur, cet ensemble parfait formé par la nature avec tant de lenteur et de sagesse, nous ensevelissons à la hâte, en détournant les yeux, le corps de nos meilleurs amis, et une pelletée de terre n'est pas plutôt tombée sur ces corps que tout le monde évite d'en parler. Il semble que ce soit manquer aux convenances que de rappeler un fils, un frère, une mère, une sœur morte. Au lieu de ces urnes qui renfermaient jadis la cendre des familles et qui restaient près du foyer, nous avons imaginé ces affreux déserts qu'on appelle des cimetières, et nous avons remplacé les évocations antiques par la peur des revenants. Depuis que Mademoiselle Garcia commence à se faire connaître, tous ceux qui l'ont vue ont remarqué sa ressemblance avec la Malibran. Et le croirait-on, il paraît certain que plusieurs des anciens amis de la grande cantatrice ont été presque épouvantés de cette ressemblance. On cite là-dessus de nombreux exemples, parmi lesquels j'en choisirai un. Il y a à peu près un an, une demoiselle anglaise prenait à Londres des leçons de Lablache, qui habitait la même maison que mademoiselle Garcia. La jeune personne se disposait à chanter un air de Norma, et son maître, tout en la conseillant, lui parlait de la manière dont la Malibran comprenait cet air. Au moment où l'écolière se mettra au piano, une voix se fait entendre dans la chambre voisine. C'était mademoiselle Garcia qui chantait précisément, dit-on, la cavatine de Norma. L'anglaise croit reconnaître la voix de la Malibran elle-même. Elle s'arrête, frappée de surprise. Elle s'imagine qu'un fantôme vient lui donner le son. La terreur s'empare d'elle et elle s'évanouit. Il me semble qu'en pareil cas, j'aurais été ouvrir la porte au fantôme. La première fois que j'ai entendu mademoiselle Garcia, j'ai cru aussi un peu voir un revenant, mais j'avoue que ce revenant de 17 ans m'a inspiré tout autre chose que l'envie de me trouver mal. Il est certain qu'au premier accent, pour quiconque a aimé la sœur aînée, il est impossible de ne pas être ému. La ressemblance, qui consiste du reste plutôt dans la voix que dans les traits, est tellement frappante qu'elle paraîtrait surnaturelle s'il n'était pas tout simple que deux sœurs se ressemblent. C'est le même timbre, clair, sonore, hardi, ce goût de gosier espagnol qui a quelque chose de si rude et de si doux à la fois, et qui produit sur nous une impression à peu près analogue à la saveur d'un fruit sauvage. Mais si le timbre seul était pareil, ce serait un hasard de peu d'importance, bon en effet tout au plus à donner des attaques de nerfs. Heureusement pour nous, si Pauline Garcia a la voix de sa sœur, elle en a l'âme en même temps, et sans la moindre limitation, c'est le même génie, je le crois en le disant, ni exagérer ni me tromper. Je n'ai pas la prétention de rendre compte en détail du concert qui a été donné au théâtre de la Renaissance. Je ne vous dirai pas si mademoiselle Garcia va de sol en mi et de fa en ré, si sa voix est un mezzo-soprano ou un contralto, par la très bonne raison que je ne connais pas ces sortes de choses et que je me tromperai probablement. Je ne suis pas musicien, et je puis dire à peu près comme monsieur de Maistre, j'en atteste le ciel et tous ceux qui m'ont entendu jouer du piano.
La jeune artiste a chanté 3 airs. Voici le jugement qu'en portait une personne d'esprit dans une lettre écrite le lendemain, qui vaut mieux que ce que je pourrais dire. Elle a chanté d'abord un air de Costa fait pour la Malibran, qui est une sorte de vocalise très favorable au développement de toutes les belles cordes. Grands applaudissements, mais pas d'émotion. Ensuite, l'air de M. de Berriot. Mais l'orchestre a mal accompagné. Elle tient sa musique à la main avec une grâce particulière, et elle est décidément jolie à la scène. Blanc, une chaîne noire avec un petit diamant sur le haut du front, elle avait l'air pleine de distinction. Elle salue aussi en se pliant un peu, et ce salut, plein de modestie, frappe par sa dignité. Sans séparation avec le trémolo qui avait enlevé le parterre, elle a chanté la cadence du diable. Mauvaise musique, oh, tout de force à deux, qui voulait s'étonner, et voilà tout. Vous voyez qu'elle a pu développer ni son talent dramatique, ni son vrai chant. On l'avait un peu sacrifiée. Mademoiselle Garcia sait 5 langues. Elle peut jouer sur un théâtre allemand, anglais, français, espagnol ou italien. Elle serait aussi à son aise à New York ou à Vienne qu'à la Scala ou à l'Odéon. Elle s'accompagne elle-même avec la plus grande facilité. Lorsqu'elle chante, elle ne semble éprouver aucun embarras, ni mettre aucune application. Que ce soit une cavatine ou un boléro, un air de Mozart ou une romance d'Amélie de Beauplan, elle se livre à l'inspiration avec cette simplicité pleine d'aisance qui donne à tout air un air de grandeur. Bien qu'elle ait fait de longues études et que cette facilité cache une science profonde, il semble qu'elle soit comme les gens de qualité qui savent tout sans avoir rien jamais appris. On ne sent pas, en l'écoutant, ce plaisir pénible que nous causent toujours des efforts calculés, quand même le résultat serait la perfection. Elle n'est pas de ces artistes travailleurs qu'on admire en fronçant le sourcil et dont le talent donne des maux de tête. Elle chante comme elle respire. Quoiqu'on sache qu'elle n'a que 17 ans, son talent est si naturel qu'on ne pense même pas à s'en étonner. Sa physionomie, pleine d'expression, change avec une rapidité prodigieuse, avec une liberté extrême, non seulement selon le morceau, mais selon la phrase qu'elle exécute. Elle possède en un mot le grand secret des artistes. Avant d'exprimer, elle sent. Ce n'est pas sa voix qu'elle écoute, c'est son cœur. Et si Boileau a eu raison de dire « ce que l'on conçoit bien s'exprime clairement », on peut dire avec assurance « ce que l'on sent bien s'exprime mieux encore ». Je n'ai jamais compris par quelle raison on est, pour ainsi dire, convenu de ne parler franchement avec éloge que des morts, à moins que ce ne soit pour réserver les injures aux vivants. L'esprit humain est aussi misérable que la louange la plus sincère passe presque toujours pour un compliment, dès qu'elle s'adresse à une personne qui n'est pas aux antipodes ou en terre. J'ose dire ce que j'ose faire, disait Montaigne. On devrait oser dire ce qu'on ose penser. Je pense donc que Mlle Garcia, qui doit, je crois, débuter dans 2 ans, a devant elle un avenir aussi glorieux que celui de sa sœur. Je n'ai qu'un regret, c'est qu'elle ne débute pas ce soir afin de nous délivrer d'un genre faux, affecté, ridicule, qui est à la mode aujourd'hui. Je suis loin, en parlant ainsi, de vouloir nier que nous n'ayons d'excellents artistes. Ils sont même si bien connus qu'il est inutile de les citer. Il ne m'entre d'ailleurs dans l'esprit d'attaquer personne. C'est un métier que je n'aime pas. Je veux parler non d'un acteur ni d'un théâtre, mais d'un genre,
lequel est une exagération perpétuelle. Cette maladie règne partout, envahit tout. On s'en fait gloire. C'est l'affectation du naturel, parodie plus fatigante, plus désagréable à voir que toutes les froideurs de la tradition ancienne. La tradition est très ennuyeuse, je le sais. Elle a un défaut insupportable, c'est de faire des mannequins qui semblent tenir tous à un même fil, et qui ne rentrent que lorsqu'on tire ce fil. L'acteur devient une marionnette. Mais l'exagération du naturel est encore pire. Si, du moins, puisque maintenant le joug de la tradition est brisé, le comédien, livré à lui-même, suivait réellement son inspiration, bonne ou mauvaise, il n'y aurait que demi-mal. On verrait sur la scène des personnages vrais, les uns ridicules, les autres sérieux, les uns froids, les autres passionnés. Il n'y a pas deux hommes qui sentent de même. Chacun exprimerait donc à sa façon. Et au lieu de cela, qu'arrive-t-il? La Malibran, il faut en convenir, a contribué à amener le genre à la mode. Elle s'abandonnait à tous les mouvements, à tous les gestes, à tous les moyens possibles de rendre sa pensée. Elle marchait brusquement, elle courait, elle riait, elle pleurait, se frappait le front, se décoiffant. Tout cela sans songer au parterre, mais du moins elle était vraie dans son désordre. Ses pleurs, ses rires, ses cheveux déroulés étaient à elle, et ce n'était pas pour imiter telle ou telle actrice qu'elle se jetait par terre dans Othello. Quelle impression voulez-vous produire sur moi? Quand vous arracheriez réellement les cheveux et que vous en feriez 100 fois plus que la Malibran, si je m'aperçois que vous ne sentez rien, quel intérêt voulez-vous que je prenne à vos cris de désespoir, à vos contorsions? Je n'en comprends même pas le motif. Je ne sais pas pourquoi vous vous démenez ainsi. Lorsque les chanteurs allemands sont venus à Paris, il y avait une certaine actrice qui s'appelait, je crois, Madame Fischer. Oh, c'était une jolie personne, grande, blonde, avec une voix très fraîche. Elle se posait sur le bord de la rampe, près du trou du souffleur. Elle joignait les mains comme quelqu'un qui fait sa prière, et là elle chantait de son mieux. Jamais elle ne bougeait autrement. Son air dura-t-il une demi-heure. Et si l'on eût crié bis, elle revenait à la même place, rapprochait ses mains et recommençait. Oh, ce n'était certainement pas une Malibran, c'était madame Fischer, chantant à sa manière et ne cherchant à imiter personne. Elle n'en faisait pas beaucoup, il est vrai, mais pourquoi en aurait-elle fait plus si elle ne s'en sentait pas davantage? Voilà une question qu'on pourrait aujourd'hui adresser à bien des gens. Pourquoi en faites-vous tant? Vous vous croyez sublime, et vous seriez peut-être passable si vous en faisiez moins, moitié moins. L'exagération des acteurs vient de la manie, ou plutôt de la rage, de faire de l'effet, qui semble aujourd'hui s'être emparée de tout le monde. Je veux bien supposer que cette manie a existé dans tous les temps, mais je ne puis croire qu'elle ait jamais été poussée si loin. On dirait que nous avons la simplicité en horreur. Acteurs, auteurs, musiciens, tous ont le même but, l'effet. Et rien de plus, rien de plus. Tout est beau pour y parvenir, et dès qu'on l'atteint, tout est dit. L'orchestre tâche de faire le plus de bruit possible pour qu'on l'entende. Le chanteur, qui vient couvrir le fracas de l'orchestre, crie à tue-tête. Le peintre et le machiniste entassent dans les décorations des charpentes énormes afin qu'on regarde leur nom sur l'affiche. L'auteur ajoute à l'orchestre 40 trompettes afin que son opéra fasse plus de tapage que le précédent, et ainsi de suite, les uns enchérissant sur les autres.
Le public ébahi, assourdi, ouvre les yeux, les oreilles dans une stupeur muette. Le directeur ne pense qu'à la recette et fait mousser la pièce dans les journaux. Et au milieu de tout cela, il n'y a pas une honnête créature qui se demande si autrefois il n'existait pas quelque chose qu'on appelait la musique. Ce qu'il y a d'inouï dans ce temps-ci, c'est qu'on nous donne Don Juan et que nous y allons. Madame Persiani nous chante Viendre carino, l'air le plus simple et le plus naïf du monde, et nous la trouvons charmante. En sortant de là, nous allons voir l'opéra à la mode. Oh, nous voilà dans une tombe, dans l'enfer, que sais-je. Voilà des bourreaux, des chevaux, des armures, des orgies, des coups de pistolet, des cloches. Pas une phrase musicale, un bruit à se sauver ou à devenir fou. Et nous trouvons encore cela charmant, juste avant que Vieni Canino, pauvre petit air, que Mozart semble avoir écrit pour une fauvette amoureuse. Que deviendrait-il, grand Dieu, si on le mettait dans un opéra à cloche et à trompette? Ce que je disais tout à l'heure de ma science musicale me donne sans doute peu d'autorité en cette matière. Je n'ai pas les armes nécessaires pour attaquer un genre que je crois mauvais, et tout ce que je puis dire, c'est qu'il est mauvais. De plus habiles que moi sauraient d'expliquer pourquoi, et de plus habiles le pensent. Mais on ne le dit pas assez. Je me souviens d'avoir lu quelque part une excellente question d'Alphonse Karr. Mais monsieur, demande un spectateur à son voisin en écoutant un opéra, croyez-vous que ce soit réellement de la musique? Bon, je ne sais trop ce que répond le voisin, mais je répondrai en pareil cas. Non, monsieur, ce n'est pas précisément de la musique. Et cependant, on ne peut pas dire non plus tout à fait que ce n'en soit pas. C'est un terme moyen entre de la musique et pas de musique. Ce sont des airs qui ne sont ni des airs ni des récitatifs, des phrases qui ont une velléité d'être des phrases, mais qui au fond n'en sont pas. Quant à des chants, à de la mélodie, ce n'est plus de cela qu'il s'agit. On ne chante plus, on parle ou on crie. C'est peut-être une sorte de déclamation notée, un compromis entre le mélodrame, la tragédie, l'opéra, le ballet, le diorama. C'est un assemblage de choses qui remue les sens. La musique s'y trouve peut-être, mais je ne saurais dire quel est le rôle qu'elle y joue. Du reste, demandez à tel chanteur italien que nous connaissons tous s'il admire cet opéra. Il vous répondra que oui, qu'il y a dedans des choses superbes, de grands effets, de belles combinaisons d'harmonie, beaucoup de science et de travail. Mais demandez-lui s'il voudrait y chanter un rôle, il vous répondra qu'il aimerait mieux être aux galères. Il est temps qu'on nous débarrasse de la maladie des effets. Il faut, lorsque mademoiselle Garcia débutera, qu'elle ait le courage de dire à l'orchestre « Messieurs, pas si haut !» aux acteurs « Vous criez trop fort !» et à l'auteur « Votre opéra est un charivari !» Il faut du courage et de l'énergie pour oser parler aussi clairement. Mais quand on s'appelle Garcia, qu'on est sœur de Ninette et fille de Don Juan, on peut tenir un pareil langage, ou plutôt on n'a pas besoin d'y penser. La vérité est une force invincible, qui a son cours comme les fleuves, et le génie est le levier dont elle se sert. On parle déjà d'un opéra nouveau qu'on ferait pour mademoiselle Garcia. On dit aussi qu'elle va en Angleterre. Ce serait deux torts. Il ne faut pas aller en Angleterre, parce que c'est à Paris qu'est le vrai public. Et il ne faut pas débuter dans un opéra nouveau, parce que c'est dans les maîtres qu'est la vraie musique.
De ce que toutes les cantatrices du monde ont joué un rôle, ce n'est pas une raison pour qu'une débutante recule devant ce rôle. Bien au contraire, c'est par ce motif même qu'il faut qu'elle le joue à son tour. La Malibran, la Pasta, Madame Fodor, qui vous voudrait encore ont chanté tel opéra? Mais chantez-le donc aussi, et que par vous, comme par elle, cet opéra devienne nouveau pour nous. Mais je m'aperçois que, sans y penser, je donne à mademoiselle Garcia des conseils dont elle n'a pas besoin. J'aurais dû borner cet article à un seul mot. La Malibran est revenue au monde. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il n'y a qu'à la laisser faire. Le jour même où j'ai entendu mademoiselle Garcia, en passant le matin sur le pont Royal, j'ai rencontré mademoiselle Rachel. Elle était dans un cabriet de place avec sa mère, et chemin faisant, elle lisait. Probablement, elle étudiait un rôle. Je la regardais venir de loin, son livre à la main, avec sa physionomie grave et douce, plongée dans une préoccupation profonde. Elle jetait un coup d'œil sur son livre, puis elle semblait réfléchir. Je ne pouvais m'empêcher de comparer en moi-même ces deux jeunes filles, qui sont du même âge, destinées toutes deux à faire une révolution et une époque dans l'histoire des arts. L'une sachant 5 langues, s'accompagnant elle-même avec l'aisance et l'aplomb d'un maître, pleine de feu et de vivacité, causant avec une artiste et comme une princesse, dessinant comme Granville, chantant comme sa sœur, et l'autre, ne sachant rien que lire et comprendre, simple, recueillie, silencieuse, née dans la pauvreté, n'ayant pour tout bien, pour toute occupation et pour toute gloire, que ce petit livre qui s'en allait vacillant dans sa main. Elles sont pourtant sœurs, me disais-je, ces deux enfants qui ne se connaissent pas, qui ne se rencontreront peut-être jamais. Il y a entre elles une parenté sacrée, le même point de départ et deux routes si diverses, le même but et deux résultats si différents. Celle-là n'a qu'à ouvrir les lèvres pour que tout le monde l'aime et l'admire. On pourrait dire qu'elle est née fleur et que la musique est son parfum. Et celle-ci, quel travail, quel effort ne faut-il pas à cette petite tête pour comprendre la délicatesse d'un courtisan de Louis XIV, la noblesse et la modestie de Monime, l'âme farouche de Roxane, la grâce des muses, la poésie des passions. Quelle difficulté dans sa tâche, et quel prodige qu'elle y réussisse. Oui, le génie est un don du ciel. C'est lui qui déborde dans Pauline Garcia comme un vin généreux dans une coupe trop pleine. C'est lui qui brille au fond des yeux distraits de Rachel comme une étincelle sous la cendre. Oui, il y a dans ce moment-ci un coup de vent dans le monde des arts. La tradition ancienne était une admirable convention, mais c'était une convention. Le débordement romantique a été un déluge effrayant, mais une importante conquête. Le joug est brisé et la fièvre est passée. Il est temps que la vérité règne, pure, sans nuages, dégagée de l'exagération de la licence, comme des entraves de la convention. Le retour à la vérité est la mission de ces deux jeunes filles. Qu'elles l'accomplissent, qu'elles suivent leur chemin. Il ne m'appartient malheureusement pas de les suivre, mais je puis du moins les regarder partir et boire à leur santé le coup de l'étrier. Tout en rêvant ainsi, je suis allé au concert, et comme il faut toujours qu'un rimeur rime ses pensées, je fais tant bien que mal ses strophes. Ainsi donc, quoi qu'on dise, elle ne tarit pas la source immortelle et féconde que le coursier divin fit jaillir sous ses pas. Elle existe toujours, cette sève du monde. Elle coule, et les dieux sont encore ici-bas.
À quoi nous servent donc tant de luttes frivoles, tant d'efforts toujours vains et toujours renaissants, un chaos si pompeux d'inutiles paroles, et tant de marteaux impuissants frappant les anciennes idoles. Discourons sur les arts, faisons les connaisseurs. Nous aurons beau changer d'erreur comme un libertin de maîtresse, les lilas au printemps seront toujours en fleurs et les arts immortels rajeuniront sans cesse. Discutons nos travers, nos rêves et nos goûts. Comparons à loisir le moderne et l'antique. Et ferraillons sous ces drapeaux jaloux quand nous serons au bout de notre rhétorique. Deux enfants nés d'hier en sauront plus que nous. Ô jeunes cœurs remplis d'antiques poésies, soyez les bienvenus, enfants aimés des dieux. Vous avez le même âge et le même génie, la douce clarté soit bénie que vous ramenez dans vos yeux. Allez, que le bonheur vous suive. Ce n'est pas du hasard, un caprice inconstant qui vous fit naître au même instant. Votre mère ici-bas, c'est la muse attentive qui sur le feu sacré veille éternellement. Obéissez sans crainte au Dieu qui vous inspire. Ignorez, s'il se peut, que nous parlons de vous. Ces plaintes, ces accords, ces pleurs, ce frais sourire, tous vos trésors, donnez-les-nous. Chantez, enfants, et laissez-nous dire.